Bonjour à tous, merci na confiance pour ça à la première chaîne YouTube à travers les mondes Télé Tchangou, Tozali Awa, na siège à CAJ, Association congolaise pour l'accès à la justice. Eza ONG à défense et à droits de l'homme et Sika Oyo basali bango pe na bango bilan il y a 100 jours il y a gouvernement Sama Lukonde pour na CAJ en tout cas. En gros, au gouvernement Sali, à Sali fort bien sûr, mais il est insignifiant pour l'instant. Il faut vraiment fort et Salama, moni vraiment démarcation ma cité na nenge gouvernement et coalition FCC chez qui na OEP Zali Siko, ko senga penza ba renforcer mingi ma état de droit na mboka na biso, ko senga penza justice et ça musa na malamu na baka o zali documenté par IGF Senaref, parce que senga que gouvernement na biso ata accent mingi na maetali mai na courant électrique pe bata pena pe accent na o etali en tout cas entité territoriale décentralisée village pour moni lokwa que se concentrer mingi na ville batiki ville village na fin fond ya mboka na biso etikali bongo développer te population bazoko vivre na pauvreté ya makasi et puis na maetali exploitation minerai en tout cas gouvernement na biso penza atie penza miso makasi te azali ko senga que gouvernement na biso aboya bateau bazali ko garder carré minier wana baza militaire to baza bateau basimbi minduki soki basali bongo et ko sala pe que situation et insécurité en partie est biso et ko s'améliorer. Donc c'est en gros c'est que résumé au bapesi biso il y a rapport il y a ACAJ au Italie 100 jours gouvernement Sama Lukonde na roti kabino penza bolanda yango pona ACAJ en tout cas gouvernement Sama Lukonde a sali nano penza eloko moko ya makasi te ba encourager bango basa effort se concentrer penza na maitali courant mai paix sociale yaba congolais. Regardez. Dans le cadre de sa mission, qui est le contrôle citoyen et aussi l'observation de l'action du gouvernement, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, qui est une organisation de défense des droits de l'homme, a fait un monitoring et des observations sur le 100 jours du gouvernement Sama Lukonde. Ce rapport sera mis au fait sur le site de la CAJ et Maître Georges va vous présenter tout à l'heure le résumé de ce rapport. À la suite de la crise persistante au sein de la coalition FCC-CACH qui avait paralysé le fonctionnement normal des institutions en République démocratique du Congo, et face à la nécessité d'une refondation et requalification de l'action gouvernementale au profit du peuple, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, avait soutenu toutes les initiatives susceptibles d'améliorer la gouvernance et offrir au peuple de véritables raisons d'espérer et de croire en la capacité des gouvernants à pouvoir prendre en charge ces desiderata essentiels. Dans ce contexte, la CAJ avait pris acte de ce que la coalition FCC-CACH, issue des élections de décembre 2018, peinait à transformer en un creuseur de synergie positive et porteur d'une gouvernance réellement basée sur les services au profit de l'intérêt général. Cette coalition contre nature s'était caractérisée par des conflits et des actes d'hostilité récurrents dont les soubassements ont en réalité révélé une guerre de tranchées entre, d'une part, les tenants du maintien de la patrimonialisation de l'État et d'autre part, ceux qui se présentaient comme les partisans d'un mieux-être collectif.
l'irréconciliabilité de ces deux visions ne pouvait que déboucher sur l'échec prévisible de la dite coalition, dont le peuple était à la fois victime et témoin impuissant. C'est pourquoi la CAJ a eu à saluer la prise de conscience collective portée par l'idée et la mise en place de l'Union sacrée de la nation, qui a débouché sur l'émergence d'une nouvelle majorité parlementaire et d'un gouvernement issu de celle-ci. Force est malheureusement de constater que des vulnérabilités jadis dénoncées dans la coalition FCC-CACH ont tendance à refaire surface dans les chefs de certains membres du gouvernement, pourtant appelés à être l'antithèse de la dite coalition. 100 jours après l'entrée en fonction du gouvernement des Warriors, la CAJ estime le moment venu de présenter sommairement son rapport alternatif d'évaluation de l'action du gouvernement conduit par le Premier ministre Samalukonde Kyenge Jean-Michel sur le plan économique et social, politique, justice, défense et sécurité, sans oublier une conclusion. Sur le plan économique et social, lors de sa récente prestation évaluative de l'action du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a renseigné que pour la période de 2021-2023, qui couvre l'action du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, les programmes du gouvernement entérinés par l'Assemblée nationale reposaient sur les cadres budgétaires à moyen terme qui a accompagné la loi des finances 2021. Ce cadre budgétaire a permis d'appréhender les grands agrégats macroéconomiques ayant servi à la projection des grandes masses de recettes et des dépenses attendues ainsi qu'à leur déclinaison par secteur d'activité. Cependant, pour besoin de cohérence et d'efficacité de l'action gouvernementale, il aurait été souhaitable, selon la CAJ, que les membres du gouvernement, chacun dans son secteur, élaborent une feuille de route contraignante à soumettre au Premier ministre en vue d'une adoption en Conseil des ministres. La dite feuille de route devrait indiquer avec précision des actions assignées à chaque département ministériel, les ressources financières prévues pour ce faire et un chronogramme pertinent. Nonobstant les efforts louables entrepris par le gouvernement dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population, notamment en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement de base, la réduction annoncée des prix des billets d'avion et des denrées de consommation de masse, l'absence d'une méthodologie de gouvernance claire a rendu moins visibles et lisibles les priorités de l'action du gouvernement. C'est pourquoi, et à juste titre, nombreux de Congolais sont ceux qui ne cessent de s'interroger à ce jour sur l'existence ou non d'un programme pertinent de desserte en eau et en énergie électrique devenue des denrées rares en République démocratique du Congo. L'accès aux soins de santé, la circulation sécurisée des personnes et des biens, la salubrité publique, le respect des normes environnementales constituent autant de chantiers sur lesquels le gouvernement doit impérativement faire preuve d'efficacité dans sa gouvernance. Pour ce qui concerne spécifiquement les cas des denrées alimentaires, tels que les produits surgelés, la CAJ invite le gouvernement à se référer utilement aux conclusions de l'audit des prix
et du commerce triangulaire réalisé en juin 2013 par le cabinet d'audit MENA Finance pour les comptes du ministère de l'économie et commerce de la République démocratique du Congo. Les 10 rapports d'audit dont les conclusions ont été superbement ignorées par les gouvernements successifs, met en lumière les effets néfastes du commerce triangulaire sur les prix payés par les consommateurs congolais, ainsi que la corruption des élites politiques qui ont laissé prospérer cette pratique mafieuse au détriment de l'intérêt du plus grand nombre. Donc, au bout de 100 jours, force est de constater que les ministres du gouvernement des Warriors se sont éparpillés dans les affaires courantes sans convergence ni plan sectoriel connu. Ceci a caractérisé la marche de l'État des 60 dernières années et a montré des limites des improvisations. L'urgence de rouvrir le plan national et lui donner un horizon plus large et inclure les 2 plus grands déterminants que sont les énergies propres et le capital humain compétitif. Les déficits dans ces 2 défis sont handicapants et empêcheront tout progrès de taille. Le pays ne semble pas prendre résolument la marche de la réconciliation entre les rural et l'urbain. Le gouvernement continue d'investir majoritairement en ville alors que 80% des populations sont ruraux et périurbains. Elle croupit dans la misère la plus dure. Le développement commence à la base, mais le gouvernement préfère des actions visibles en ville. Il a manqué d'engager le débat national sur les nouvelles ruralités capables de transformer le pays intensément et rapidement. Cette approche mettra les citoyens à égale distance de l'État et des services publics. La digitalisation des services publics est un impératif immédiat, mais le gouvernement tourne en rond. La transformation digitale tous azimuts unifiera le pays avant les infrastructures physiques et induira une inclusion politique, sociale, économique et financière. Elle donnera à l'État des outils de répression de la corruption, mais aussi la célérité et la compétitivité dans le déploiement de l'action de l'État. La pandémie de Covid-19 a donné pourtant 2 leçons majeures que le gouvernement semble ne pas intérioriser. Premièrement, le système sanitaire est précaire et sans plan de développement sectoriel. Les millions de dollars Covid risquent de ne rien laisser au pays en termes d'héritage. La nation ne tire pas de leçons pour engager des transformations en vue de générer des piliers de la résilience. 2. Notre économie extravertie et informelle n'est pas tenable. Un dialogue national sur l'économie devrait être engagé pour restructurer en profondeur notre machine à créer et partager les richesses. Cette transformation permettra de créer une véritable protection sociale basée sur la Caisse nationale de sécurité sociale et plus l'INSS qui continue son bon nombre de chemins. Il convient d'accélérer la mise en place des prescrits légaux et réglementaires au sujet de la CNSS et ses missions. Pour y arriver, le cap devrait être mis sur la création d'entreprises de toute taille et dans tous les secteurs, partout sur le territoire national. 60 000 entreprises, dont 58 000 sont à Kinshasa, consacrent la pauvreté. Le cap devra être sur 1 million d'entreprises d'ici
2023, 60% au moins devraient provenir de l'entrepreneuriat rural dans sa diversité. Le gouvernement devra remettre à plat tous les systèmes fiscaux et en recréer un simple, lisible et orienté vers des objectifs clairs. Il devra être spécifique pour les business en milieu ruraux afin d'engager l'exode inverse. Ceci sera encore plus efficace si l'État déverse des moyens financiers publics dans les milieux ruraux et y applique une discrimination positive. Le gouvernement s'est montré hésitant sur des questions essentielles du secteur minier. Le cadastre minier est bloqué, suspendu pour arbitrer sur le sort d'un individu. Il est là, basé de toute stratégie de certification. Le fonds minier pour les générations futures n'a toujours pas d'animateur et personne ne sait combien les entreprises ont payé à ce jour ni où se trouve cet argent. Cela discrédite la nation vis-à-vis des opérateurs miniers. Le gouvernement de Warriors n'a pas libéré les pouvoirs et les devoirs des entités territoriales décentralisées, confisquant ainsi le leadership national à Kinshasa. Tous les instruments de la décentralisation demeurent bloqués à Kinshasa. Les caches continuent de dominer la paye des militaires, policiers et autres fonctionnaires. Il est temps de passer d'une bancarisation bancale à une dématérialisation de la paye. On évitera ainsi les détournements, mais aussi les grèves intempestives du secteur médical, généralement justifiées par la guerre des syndicats qui essayent de contrôler la paye. Il convient de restructurer la rémunération des agents de l'État, des salaires minables qui cohabitent avec des primes de toutes sortes et qui exposent les fonctionnaires. Une politique salariale cohérente et la suppression des primes engendreront l'équité et l'attractivité du secteur. L'État pourra, sur cette base, restructurer plus d'agents pour offrir des services publics de proximité. Quant au style de gouvernance, le gouvernement est resté seul maître à bord et se prive des aides des citoyens. La gestion de la cité est demeurée une matière confisquée par les pouvoirs politiques et n'impliquant pas suffisamment les citoyens. Il faut mettre les citoyens au centre de la performance du gouvernement, moderniser les services publics et publier les indicateurs de performance. La CAGE va mettre en place incessamment un observatoire de performance publique quant à ceux. En 61 ans d'indépendance, la RDC n'a toujours pas organisé la distribution des biens produits localement ni acquis une logistique moderne. L'agriculture, l'élevage et la pêche sont toujours embryonnaires. L'État congolais, qui a généré une politique ambitieuse dans la sous-traitance du secteur privé, peine à mettre en application ses propres dispositifs. En même temps, le gouvernement donne ses marchés aux étrangers, même pour la nourriture de l'armée, alors qu'il devrait donner l'exemple au privé. Le fait de ne pas honorer la dette publique intérieure, alors qu'il existe des instruments, consolide l'image des destructeurs d'entreprises qui collent au gouvernement. Cela favorise la mafia dans la chaîne des paiements et les agents des ministères, principalement des budgets, finances, en tirent profit en imposant des coupes sur quiconque désire se faire payer par l'État. Sur le plan politique, justice, défense et sécurité, la CAGE salue particulièrement la proclamation de l'état de siège en guise de renforcement tant réclamé des efforts pour la restauration de la paix dans les parties du pays où sévissent impunément les bandes armées.
Dans l'entretemps, elle constate malheureusement que la cohésion et l'unité nationale sont gravement menacées par des discours particulièrement divisionnistes tenus par certains acteurs politiques et ou de la société civile. Pour décourager ces fléaux, tout en respectant l'état des droits, le gouvernement de la République doit recourir à toutes les voies des droits en vigueur aux fins de prévenir et ou de réprimer tout discours d'incitation à la haine tribale, ethnique ou régionale. En ce qui concerne le renforcement de l'autorité de l'État, la promotion de l'État des droits et de la démocratie, la CAJ a noté avec satisfaction les prémices d'un réel rapprochement entre gouvernants et gouvernés, ainsi que l'instauration d'une véritable culture de redevabilité dans les chefs des premiers cités. Force doit rester à la loi, toutes les oasis d'impunité et de laisser-faire doivent être vigoureusement combattues et éradiquées. Dans ce cadre, la CAJ salue, encourage la réforme initiée du secteur sécuritaire, devant aller de pair avec l'amélioration des conditions de travail des forces de défense et de sécurité partout où elles se trouvent. Aussi, le programme d'action du gouvernement semble n'avoir pas mis un focus particulier sur l'exploitation illicite des ressources naturelles dans la partie est de la République démocratique du Congo. En effet, cette activité illicite constitue l'une des causes profondes de l'insécurité à l'Est. C'est pourquoi la CAJ demande au gouvernement 1. De fermer toutes les mines et carrières illégales et 2. De proscrire le gardiennage de ces dernières par les forces de défense et de sécurité, et cela à travers toutes les provinces où ces activités sont exercées. Encourager une police de proximité, non tracassière, suggère l'assainissement des sous-commissariats de la police nationale congolaise qui se sont transformés à ce jour en îlots d'insécurité et d'incivisme de tout genre. Les postes de police doivent assurer en priorité la sécurité des personnes et leurs biens. À ce titre, elles n'ont pas vocation à se muer en espace payant de gardiennage des véhicules au détriment de leur mission première, comme nous le constatons aujourd'hui dans tous les sous-commissariats à Kinshasa. La mise en place d'une véritable administration publique au service du citoyen constitue un défi majeur pour notre gouvernement. Pour y arriver, le Premier ministre devra instruire les membres de son gouvernement d'éviter de transformer les services publics et autres structures sous leur tutelle en arrière-cour tribal et ou politique par des mises en place ayant pour seul objectif de caser les frères ou amis politiques au détriment de l'expertise et de l'égalité des chances. L'expérience en cours renseigne une forte politisation et ethnicisation des cabinets ministériels et services publics où la règle est devenue parti et famille d'abord, le reste après. Ce faisant, plusieurs citoyens dont le péché aura été de ne pas être membre du parti ou de la famille sociologique du ministre sont renvoyés au chômage au profit des militants et ou frères des tribus du ministre. Comme on peut aisément le deviner, la compétence ne constitue nullement une priorité pour leurs excellences. Cela est d'autant compréhensible dans la mesure où le choix de ces derniers n'a que très peu obéi à l'exigence des compétences et ou de l'expérience. En plus, la CAJ invite les acteurs politiques
à renoncer à la pratique consistant à faire signer des actes d'engagement et de loyauté qui obligent les ministres à ne recruter que les militants ou membres des familles. De manière consciente, les pouvoirs publics congolais construisent et mettent en place une fracture sociale ayant pour conséquence l'émergence d'un antagonisme dangereux entre deux Congos. L'un des privilégiés et l'autre des laissés pour compte, et ce, en violation des prescrits de la Constitution. L'accès aux charges publiques est devenu discriminatoire par la volonté de la classe politique congolaise. Il s'agit là d'une dangereuse autonomisation de l'unité nationale acquise au prix des sacrifices sous le règne du régime Mobutu, pourtant présenté comme dictatorial. C'est pourquoi il importe de doter la radio-télévision nationale congolaise d'un outil de travail performant et moderne qui lui permettrait d'être effectivement le creuseur non seulement de l'unité nationale, mais également de la redevabilité de l'action gouvernementale et le véhicule par excellence de l'image d'un pays réuni autour des valeurs communément partagées. Dans le cadre des luttes contre la corruption et les crimes économiques, la CAGE est encouragée par les actions menées par les pouvoirs judiciaires et tous les organes de contrôle de l'État, à savoir l'Inspection générale des finances et la cellule nationale des renseignements financiers. Il est cependant urgent de renforcer davantage leur travail par l'allocation des ressources humaines et financières nécessaires et suffisantes. Partant, il sera possible de lutter efficacement contre la corruption et la criminalité économique. En conclusion, en considérant les tableaux brièvement esquissés ci-dessus, la CAGE invite le gouvernement de la République à se focaliser sur les priorités essentielles suivantes. 1. Le renforcement de l'état des droits. 2. La transparence dans la gestion des ressources naturelles. 3. La lutte contre la corruption et la concussion. Et 4. L'instauration d'une justice distributive dans l'affectation des ressources publiques. De la sorte, il pourra être possible de penser que le gouvernement de l'Union sacrée de la nation n'a pas été mis en place à la suite d'un simple rebattement des cartes au profit d'autres acteurs politiques, tandis que les méthodes de gestion de la chose publique sont restées les mêmes que celles décriées hier par la population. Il est important de développer des synergies aptes à offrir aux Congolais le bonheur tant recherché. Car la défiance d'une grande partie de la population à l'égard du gouvernement et des errements constatés dans son fonctionnement grandit au jour le jour. Il est dès lors urgent de sortir des promesses creuses au fin de s'attaquer à l'essentiel. Je vous remercie. Merci. Pour vous donner un peu plus de détails, nous en avons déjà parlé une fois ici. Il s'agit de cette question de la remise et reprise qui continue à nous préoccuper à la CAGE. Vous savez qu'il y a un ancien directeur général qui a été remplacé par des ordonnances signées depuis 2018 et que la personne qui doit reprendre les fonctions à la tête de ces services importants dans le secteur de l'exploitation minière, c'est une dame, Madame Bachize, pour ne pas citer son nom. Mais elle est empêchée, depuis lors, de prendre fonction, alors qu'elle est nommée par une ordonnance, et elle n'est pas la seule à avoir nommé à cette époque. Il y a eu 5 autres nominations. Sur les 5,
Les 4 ont pris possession de leurs fonctions, sauf elle qui continue aujourd'hui à subir ce que nous appelons une discrimination inacceptable. Et donc, nous continuons à considérer que ce qui est infligé à cette dame est de nature à se ressembler un peu à des violences faites à une femme. Et voilà pourquoi nous avons voulu, dans ce résumé, mentionner cette question, parce que nous avons l'impression qu'on ne veut pas qu'elle puisse prendre possession de son bureau, parce qu'il faut protéger un individu. L'individu, c'est qui? C'est son prédécesseur qu'elle doit légalement remplacer. Quid du bilan? Je crois que nous avons pris soin de vous livrer à plus ou moins plus de détails ce que nous avons fait comme bilan sur les deux plans. Et on vous a distribué les documents. Vous n'avez, j'ai lu ici, je crois, m'être fait comprendre. Je crois qu'on ne peut plus revenir sur l'ensemble de ces points. Alors, globalement, comment est le bilan? Nous pouvons considérer que c'est un bilan qui est à moitié encourageant. Parce que comme nous l'avons mentionné, nous avons noté plusieurs efforts fournis de la part du gouvernement afin de normaliser la situation. Mais nous pensons que à ce jour, 3 mois après, ou bien 100 jours après, ces efforts ont été plus ou moins mal orientés parce que 80% de ces efforts ont été concentrés dans des grandes villes. Il est plus que temps qu'on réoriente les ressources publiques vers les milieux ruraux qui regorgent plus de 90% des Congolaises et des Congolais. C'est important. Et enfin, nous insistons sur le fait qu'il faudrait que chaque membre du gouvernement, qu'il lui soit au moins adressé une feuille de route avec chronogramme et des moyens, des ressources bien déterminés, de sorte qu'à la fin de l'année, lorsqu'il sera question de faire l'évaluation, que nous puissions avoir au moins des éléments que nous appelons des indicateurs sur base desquels chacun de nous pourra au moins faire son évaluation. Ce qui n'a pas été le cas pour les 100 premiers jours. Vous avez un programme qui est axé autour de 343 actions, axé sur 3 ans, mais qui n'a pas donné plus de détails par rapport à chaque secteur, avec des indicateurs et des moyens clairement répartis. Donc il est plus question que cet exercice, ce que nous demandons au gouvernement, que cet exercice soit réalisé pour le moment, ce qui nous permettra tous à l'avenir d'avoir au moins un cadre objectif pour évaluer les performances de notre gouvernement. CBS, je crois que c'est la même réponse. Voilà, les bilans, vous avez, c'est plus détaillé dans les 8 pages. Mais la semaine prochaine, vous aurez un rapport avec encore plus de détails pour éviter toute discussion inutile. Donc, nous prenons toujours soin pour mieux documenter ce que nous soutenons, de manière à éviter qu'on nous étiquette d'être de tel bord ou de servir tel groupe d'intérêt. Voilà. Bon, j'ai lu quand même les résumés. Vous avez parlé des provinces, mais je ne sais pas moi que je me trompe, je n'ai pas entendu parler ou proposer sur les provinces, les conflits qu'il y a eu, qu'on a vus ces derniers temps entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Que propose la CAJ à ce sujet? Province, vous n'avez pas entendu, je crois que vous n'avez pas fait très attention, nous parlons des ZTD. Parce que comme vous avez compris, nous sommes plus portés par un souci qui voudrait que les ressources publiques
soit plus orienté vers les programmes définis, développés, mis en mouvement à la base. Et cela, c'est aussi pour respecter l'une des options fondamentales que nous avons adoptées dans notre Constitution, à savoir la décentralisation. Nous avons des échelons de pouvoir, national et provincial. Au sein du pouvoir provincial, nous avons des entités décentralisées, territoriales décentralisées. Et donc, pour arriver à inverser les choses, c'est-à-dire ne plus dépenser 80% des ressources nationales dans des grandes villes, principalement à Kinshasa, il faudrait que le gouvernement, ce que nous demandons, réoriente son programme vers davantage les milieux ruraux qui sont situés dans des ETD. Et les ETD sont bel et bien situés dans des provinces. Les ETD constituent des provinces. Donc, quand nous parlons des ETD, il faut voir directement ça, les provinces. Quid de propositions pour des crises constatées par-ci, par-là? Vous savez, nous sommes plus appesantis sur ce qui est important, ce qui concourt à l'intérêt général. Des petites guerres à gauche, à droite, entre tel gouverneur et l'Assemblée provinciale. Pour nous, ce n'est pas important. Nous n'avons plus, et dans ce pays, nous devons adopter une nouvelle manière d'aborder les choses et de passer notre temps à travailler sur ce qui va être profitable à la majorité des Congolais au lieu de passer du temps à parler des petites guerres de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où dans une province, comme nous en avons constaté dans la province de Tanganyika, dans la province du Kasaï oriental, pour ne citer que les deux là, qu'il y a eu crise entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, qui s'est soldée par le départ de leur gouverneur, et que les vice-gouverneurs ont été chargés également par les vice-premiers ministres, conformément aux lois, d'assumer l'intérim jusqu'à l'organisation des élections. Pour nous, c'est suffisant. L'État a fait son travail. Le gouvernement a fait son travail. C'est déjà une bonne chose. On ne peut pas continuer à passer le temps à discuter sur ce qui a été à la base du départ de celui qui n'est plus là. Après tout, les individus passent, mais les institutions restent. L'État continue par d'autres femmes, d'autres hommes qui sont là. Donc pour nous, c'est une question mineure qui n'a même pas la place dans notre monitoring. Voilà pourquoi nous n'en parlons pas. Lenteur dans le remplacement à la SNEL Régie des eaux. Nous n'en faisons pas état. Pourquoi? Parce que nous sommes quand même conscients du fait que sur plusieurs entreprises et services ou établissements publics, il y a eu des remplacements de mandataires mis en cause, considérés comme des mandataires indélicats, cités dans des détournements de fonds publics. Et 6 sur 10, il y a eu déjà 8. Ce sont des efforts du gouvernement qu'il faut encourager, qu'il faut féliciter. C'est comme ça, et dans notre rapport, nous reconnaissons que le gouvernement a fait beaucoup dans le secteur de lutte contre la corruption, des détournements des deniers publics, notamment en prenant en compte ce qui a été fait ou la suite donnée au rapport, aux conclusions de contrôle de l'IGF. Donc c'est déjà suffisant, mais pour le reste, je crois que nous devons continuer à faire les plaidoyers auprès du gouvernement pour que d'autres entreprises aussi concernées par les mêmes conclusions puissent faire l'objet des mêmes traitements, parce qu'il ne faut pas laisser des mandataires indélicats continuer à assurer la gestion et ainsi espérer que demain ils vont changer. Il faut d'abord les mettre de côté, les mettre à la disposition de la justice pour que leur sort soit déterminé
et confier la gestion des services de l'État aux hommes et femmes qui pourront y prester avec beaucoup de responsabilités. Fuite de M. Kikaya, est-ce qu'il y a complicité? Alors, vous savez que nous considérons ça aussi comme un fait divers. Parce que quel est l'impact de la fuite d'un individu, soit-il Kikaya impliqué ou cité dans les dossiers de l'utilisation frauduleuse des cartes reliées au compte général des trésors? Cela peut-il avoir sur la vie des Congolais? Absolument rien. Nous avons tout simplement pris note, constaté que M. Kikaya bin Karoubi, si nous nous en tenons aux sources médiatiques et quelques proches à lui qui nous ont confirmé, n'a pas voulu assumer sa responsabilité. Lorsque vous êtes cité dans des actes considérés comme infractionnels et que vous êtes appelé par un magistrat de l'État ou un officier de police judiciaire ou tout autre fonctionnaire qui investit des pouvoirs de vous convoquer et vous entendre, présentez-vous, allez présenter vos moyens de défense. Je me rappelle qu'à l'époque, à son temps, il avait fait des tweets, des déclarations pour clamer son innocence. Alors nous pensons que c'était l'occasion pour lui d'aller finalement dérouler cette défense, son innocence devant les magistrats de l'État. Mais vous savez, en droit, lorsque une personne invitée préfère fuir, ça peut s'interpréter comme quelqu'un qui se reconnaît être lui-même impliqué, c'est-à-dire fautif. Est-ce que ça doit être ça la conclusion? Je crois que sur le plan des droits, on ne peut pas aussi le faire de manière brève. Il faudrait que la justice, plus tard, utilise tous les moyens à sa disposition pour éventuellement même demander, pourquoi pas éventuellement, son arrestation sur le plan international, et puis qu'il soit ramené en République démocratique du Congo pour qu'il puisse se défendre. C'est un mauvais comportement de la part d'un responsable politique, parce que lorsque vous vous êtes empressé à vous positionner dans les sérails du pouvoir pour gérer, vous devez savoir que ces responsabilités comportent aussi des risques. Si vous avez mal géré, on va vous demander au nom de la redevabilité pour rendre compte. Est-ce qu'il s'agit d'une complicité? Je ne pense pas. Je ne crois pas aussi que la justice ait commis un cas de négligence, parce que la procédure telle qu'elle a été entamée, en lui envoyant une invitation ou un mandat pour comparaître, ça fait partie de la procédure prévue par un état de droit. On ne pouvait pas aller immédiatement l'arrêter et l'enfermer. On ne peut pas le faire comme ça. Malheureusement, il se dégage que certains de nos compatriotes qui apparemment s'avouent déjà coupables préfèrent se retirer de la République. Et quand ils vont aller là-bas, ne soyez pas surpris que demain après-demain, qui commence avec la chanson du genre « J'ai été menacé parce qu'il y a quelques-uns qui m'ont appelé pour me dire « Ma vie était en danger ». C'est une chanson facile. Mais je pense que nous sommes, avec notre population, mûrs pour ne pas nous laisser manipuler par ce genre d'arguments. Celui qui fuit démontre tout simplement qu'il se reconnaît lui-même coupable. Il devait rester ici pour démontrer en quoi il est innocent par rapport aux soupçons qui ont pesé sur lui en rapport avec l'utilisation de cartes prépayées. Chasse à l'homme, non, il n'y a pas de chasse à l'homme, mais je crois que nous devons faire un effort. Et surtout avec vous les médias, il y a des propos, des expressions qu'il ne faut même pas relayer. Lorsque la justice de notre pays vous envoie une invitation, un mandat pour comparaître, pour être entendu,
Ce n'est pas parce que vous êtes membre d'un parti politique de l'opposition ou je ne sais pas, d'un ancien régime que vous pouvez commencer déjà à considérer que vous faites l'objet d'une chasse à l'homme. Pourquoi? Mais pourquoi vous avez accepté d'être responsable? S'il y a eu des dysfonctionnements, il y a des choses qui ne sont pas clarifiées et qu'on vous appelle pour venir fournir des informations, vous fuyez, vous commencez directement à parler de chasse à l'homme. Non, c'est une fuite en avant. Nous devons décourager ce genre de comportement. C'est la raison pour laquelle nous devons chaque jour sensibiliser ceux qui ont fait des démarches aujourd'hui pour être membres du gouvernement. Vous êtes membre du gouvernement, vous avez voulu l'être, mais la première chose, il faut apprendre les lois de la République. Vous devez apprendre comment fonctionne l'État. Qu'est-ce qui vous est autorisé, qu'est-ce qui vous est interdit. Ce n'est pas parce que vous êtes membre du gouvernement que vous pouvez vous autoriser des tout, comme un peu ce que vous avez suivi dernièrement. Vous êtes ministre de la République, vous vous permettez, vous, de vider les comptables publics de tous ces pouvoirs. Vous les faites remplacer ou substituer par votre conseiller financier qui, lui, prend tout l'argent et commence à faire les dépenses. Alors que la loi des finances, la loi sur la comptabilité nationale, dit clairement que toutes les dépenses sur les fonds de l'État sont opérées que par les comptables publics. Lorsqu'il retire l'argent du trésor public, il est censé garder ça dans son coffre-fort. Il ne libère l'argent que sur base des dépenses agréées et certifiées conformes. La loi ne parle pas d'un conseiller financier. Ce qui s'est passé, par exemple, au ministère de formation professionnelle est inacceptable. Et ça doit interpeller tout le monde pour dire, tout le monde là, nous voyons les partisans, les frères et sœurs de la ministre concernée, pour que demain, après-demain, si la justice arrivait à s'intéresser d'elle, que les gens ne commencent pas à dire qu'elle est victime des règlements des comptes. Mais si vous ne voulez pas qu'elle fasse l'objet de poursuites, il faut l'encourager à restituer l'argent, comme l'IGF a demandé. Parce que si elle ne restitue pas, elle va avoir la justice plus tard dans son dos. Et nous, la CAJ, nous allons soutenir ce genre de poursuites. Il ne faudrait pas qu'on commence à dire que non, règlement des comptes, chasse à l'homme, et malheureusement certains journalistes tombent dans ces panneaux, commencent à pondre des articles, la dame là a fait l'objet de ceci, cela, on voudrait... Non mais quand elle commet des actes contraires aux lois de la République, il faut qu'elle soit interpellée et qu'elle soit entendue. Quid des nominations? Bon, nous sommes déjà exprimés pour exprimer la déception, la profonde déception de la CAJ par rapport à la nomination de M. Tomi, parce que nous sommes partis de son passé dans différents groupes armés, desquels groupes armés sont accusés aujourd'hui d'avoir autorisé ou avoir encouragé des crimes graves contre nos compatriotes à l'Est. Et donc, pour nous, nous disons que restant dans la ligne de lutte contre l'impunité, dans la restauration ou la consolidation de l'état de droit, on ne peut pas donner de telles responsabilités à quelqu'un qui fait l'objet de ce genre d'allégations. Il faut le laisser de côté, lui permettre d'avoir le temps d'abord de se justifier, se défendre, et des jours où la justice décidera qu'il n'a aucune responsabilité dans ce qui s'est passé, à ce moment-là, on pourra lui confier de nouvelles responsabilités. C'est comme ça que nous allons construire un État réellement de droit. Mais en les confiant, nous considérons que c'est une manière aussi de choquer, encore une fois, les victimes qui attendent des poursuites. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas autre chose que nous demandons que de faire rapporter sa nomination pour qu'on confie cette responsabilité à une femme ou à un autre homme
qui n'a aucun lien avec les crimes qui ont été déjà commis à l'est de la beaucoup d'observations, peu de propositions, c'est normal. Lorsque nous faisons, nous déclinons des observations, les faits constatés, à la fin, on doit faire des propositions. Généralement, lorsque vous faites des propositions, il faut toujours savoir décliner des propositions qui sont plus globalisantes, qui peuvent prendre en compte 3 ou 4 observations. S'il s'agit des observations qui se relient, donc il faut le faire de cette manière-là. Ce que nous avons donné au nombre de 4 comme propositions, dans la conclusion, sans oublier les autres qui sont reprises déjà dans les corps des textes, permettent au moins au gouvernement de comprendre quelle doit être la nouvelle direction à prendre, qu'est-ce qui doit être rectifié. Cadre de collaboration. Il n'existe pas de cadre de collaboration formel, mais des cadres d'échange, de collaboration informelle existent bel et bien. C'est notamment les rencontres avec les responsables du gouvernement, et ça, nous le faisons assez régulièrement. Lorsque nous publions comme nous l'avons fait aujourd'hui, il est vendredi, rassurez-vous que déjà samedi, on va envoyer au maximum de membres du gouvernement qui ont une implication directe sur tout ce que nous avons ramassé comme problème prioritaire. Nous savons qu'il y en a beaucoup, mais on prend quand même ce qui est prioritaire, qui peut concerner la majorité des Congolais. Comme je vous ai dit ici, il n'est plus temps pour nous de nous occuper des petits détails, parce que les petits détails, il y en a en milliers, mais on prend ce qui est important en considérant que si on résout, comme nous avons mentionné en disant, le gouvernement doit se préoccuper des problèmes d'eau, électricité. Faire élaborer un programme qui dit, par exemple, que pour desservir la ville de Kinshasa en eau et électricité, voilà ce qui va être fait dans 2 mois, 3 mois, autant de quartiers pourront en avoir progressivement, jusqu'à, par exemple, à la fin de l'année, on pourra être en mesure de servir sur les 14 millions, par exemple, 6 millions. C'est ça que nous voulons. Vous voyez, on ne veut plus ces histoires-là de faire tout le temps des déclarations. Nous allons donner combien de temps? Vous allez donner, ça sera combien de communes sur les 24? Il faut qu'il y ait ce genre de documents, feuilles de route. Comme ça, les ministres qui ont en charge cette question peuvent expliquer et tous nous commençons à suivre ensemble. C'est ça que nous voudrons. Et c'est comme ça qu'on travaille. On peut espérer au moins réaliser un développement. Des discours creux là, je crois que les Congolais en ont marre. Hein? Je viendrai ici asphalter l'avenue Kassongo. Et puis on fait une cérémonie, pose de la pierre. On ne vous dit pas on va asphalter dans combien de semaines, combien de mois. Quel est le coût? On ne donne pas. Quelle est l'entreprise? On ne dit pas. Donc, je crois que nous devons maintenant décourager ce genre de discours. Vous avez suivi dernièrement, on a travaillé avec Marcel sur la question du projet Tchilé-Gelou. Dans les rapports détaillés, nous revenons sur ça. Parce qu'il n'est pas normal qu'on ait lancé avec pompe ce projet. La ville de Kinshasa, on va asphalter au moins 57 km. Tous on était contents. Et puis il y a d'autres provinces, du Kassai, on va 25 et puis 42. Mais après, si c'est 3-4 mois, on se rend compte qu'il n'y a rien. On se rend compte qu'il n'y a rien. C'est aujourd'hui maintenant que nous apprenons de quelle manière on va boucler les financements. C'est Foner qui va séquestrer des recettes. L'IBA va donner. Crée que cette dit avoir avancé 4 millions. Bon, 4 millions pour quel travail qui est fait où? Parce que quand vous allez même à Kingabwa, il n'y a rien. Non, mais je crois que nous devons en parler.
exiger des feuilles de route, chronogrammes avec indicateurs. Et c'est le droit des citoyens de savoir comment ces travaux vont être exécutés pour suivre à la loupe. Parce qu'aujourd'hui, là, vous avez entendu Crec qui dit avoir avancé 4 millions. Or, pour l'IGF, qui a envoyé ses experts qui sont spécialisés en matière de travaux publics, ont constaté que ce qui est fait comme travail physique par rapport au montant libéré, ça ne correspond pas. Donc, bref, il y a eu déjà des soupçons de détournement. Et nous félicitons encore une fois l'IGF qui a pris la décision de faire suspendre tout paiement jusqu'à nouvel ordre. Nous savons que depuis ce jour, il y a beaucoup de réunions à l'IGF avec les concernés pour qu'il y ait clarté là-dessus. Donc, les cadres de collaboration sont là. Nous les faisons avec des ministres, mais aussi avec les organes de contrôle. Nous travaillons beaucoup avec Senarev, avec l'IGF. Ce sont des organes que nous appuyons beaucoup. Vous nous demanderez pourquoi pas la Cour des comptes. C'est parce que celle-là est grippée. Et là, 51 magistrats nommés qui n'ont jamais prêté serment. Mais qu'est-ce que vous voulez que nous puissions leur demander? Vous allez leur demander quoi? Ils ne vont pas travailler. Donc, ils sont là, chacun touche son salaire chaque fin du mois, mais il n'y a pas de travail. Mais ce n'est pas de leur faute, hein? C'est la faute des gouvernants. L'IGF a retrouvé, a fait des rapports sur base desquels il y a eu des procédures judiciaires, mais on n'a pas récupéré. Est-ce que c'est le problème de l'IGF? Non. Ça, c'est la justice. Vous devez être en mesure, s'il vous plaît, de dire à l'opinion que l'IGF n'a pas le pouvoir d'engager des poursuites contre qui que ce soit, ni de condamner. Quand l'IGF termine son rapport, l'IGF communique à la justice. À partir de ce moment-là, l'IGF n'a plus rien autre à faire. Donc, s'il y a des pressions à faire, et ça, c'est ce que nous, la CAJ, nous faisons, c'est sur la justice, qui doit continuer avec l'action. Nous savons que sur 49 dossiers, par exemple, en matière de détournement, ouverts ici au parquet général de Kinshasa-Gombe, à ce jour, il n'y a que 5 dossiers qui sont envoyés devant les juridictions. Nous considérons que ce nombre n'est pas de nature à renforcer la répression attendue. Parce que 49, 5, c'est quand même un effort, mais nous disons toujours aux magistrats, il faut persévérer. Il faut sur 49 qu'on apprenne, par exemple, que vous avez envoyé devant les cours et tribunaux, même 30. Comme ça, il y a beaucoup de procès contre ces gens-là. Ça pourra encourager l'opinion nationale. Récupérer l'argent, ça c'est de la responsabilité de la justice. Il ne faut pas avoir l'IGF là-dedans. Non, mais nous n'avons rien à proposer. Nous ne proposons rien d'autre. Nous considérons que l'IGF a fait correctement son travail. Il n'y a plus lieu à évoquer une moindre responsabilité de l'IGF. Mais par contre, il faut interpeller la justice. C'est ça. Des ministres qui ont été mis en cause. Oui, c'est vrai. Quand vous allez lire les rapports détaillés, vous verrez que nous revenons sur ces cas, mais nous faisons un effort pour ne pas les citer nommément. Hein? Pourquoi? Parce que nous considérons aussi qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence et nous continuons à demander que des enquêtes qui étaient promises puissent être mises en mouvement par rapport aux faits imputés à ces ministres. Donc, c'est tout ce que nous pouvons vous dire à ce stade. Aucun d'entre eux n'a fait l'objet jusque-là d'enquête formelle. C'est quand même aussi un souci que nous exprimons par rapport à la lutte contre l'impunité. Mais je termine par vous dire que il ne faut pas que quelqu'un le dise de sa manière, que la CAJ a dit parce qu'on n'a pas poursuivi ces gens et par conséquent, le gouvernement n'a rien fait. Nous disons qu'il y a des efforts fournis, mais par rapport à nos attentes, par rapport aux attentes de la population, ces efforts nous paraissent être insignifiants. C'est
C'est insignifiant. Il faut qu'il redouble les efforts pour que, d'ici la fin de l'année, qu'on sente que réellement quelque chose a été fait sur le terrain. Et nous attendons tous voir aussi se concrétiser la réduction des prix des surgelés. Nous attendons voir.